nós temos dois debatedores. Vão então debater esse terceiro tema da nossa tarde. E eu vou convidar a professora Neloud para iniciar essa nossa finalisation de cet evento. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord commencer cette communication en vous présentant les excuses de Jean-Philippe Thiellet, qui, pour des raisons familiales, n'a pas pu nous rejoindre ce soir et il tenait particulièrement à s'en excuser auprès des organisateurs de cette manifestation. Alors bien sûr, je n'ai pas ces compétences pour vous présenter cette thématique, cette problématique de la question du juge garant du droit à la santé, puisqu'il était prévu qu'en tant que membre du Conseil d'État, il vous présente un certain nombre de réflexions qu'il a pu mener comme participant à cette juridiction. Alors, peut-être avant d'entrer plus précisément dans le propos, ce que je pourrais peut-être vous dire, et je m'excuse si ça vous paraît simpliste, c'est que peut-être il faut quand même avoir présent à l'esprit du fait qu'en France, il y a plusieurs juges qui peuvent être garants du droit à la santé. On l'a vu, bien sûr, avec le président Canivet, c'est tout d'abord le juge constitutionnel qui est garant du droit à la protection de la santé, puisqu'il est amené à examiner la conformité de la loi par rapport notamment au principe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le principe constitutionnel du droit à la protection de la santé. Puis en France, on a un juge administratif avec une juridiction suprême qui est notamment le Conseil d'État et qui est amené, grosso modo, pour faire simple, à s'intéresser aux litiges dans lesquels l'administration est partie. Et puis, à côté de cela, on a aussi le juge civil qui va être garant aussi du droit à la santé de différentes manières, mais notamment pour retenir un thème proche de ce qui nous a occupés dans le cadre de cette journée. Par exemple, le juge civil peut très bien être amené à accorder une indemnité à un patient qui aurait été victime, par exemple, des effets indésirables d'un médicament. Et donc, à ce titre-là, le juge civil, puisqu'il s'agit d'une demande qui n'intéresse que des intérêts privés, une victime et un laboratoire pharmaceutique, le juge civil pourrait être amené donc à accorder une indemnisation à ce patient dans l'hypothèse de la défectuosité du médicament. Et puis, bien sûr aussi, on a le juge pénal qui peut être compétent et à ce titre aussi être garant du droit à la santé d'une certaine manière. Alors, dans les matières qui nous intéressent, par exemple, le juge pénal pourrait être compétent pour statuer sur un produit de santé qui s'avérerait là encore défectueux, mais parce que ce produit pourrait être de nature à empoisonner, par exemple, une personne. Ou bien il pourrait aussi être garant, ce juge pénal du droit à la santé, dans la mesure où, par exemple, il pourrait être amené à se prononcer dans l'hypothèse où un professionnel de santé commettrait un acte illégal et qui pourrait se rapprocher d'une infraction pénale qui est définie dans notre code pénal et qui serait par exemple celle de l'homicide. Alors, rassurez-vous, l'objet n'est pas ici de vous présenter, surtout à cette heure, toutes les compétences de ces juges et mon propos sera seulement, comme l'aurait fait certainement Jean-Philippe Thiellet, mais bien mieux que moi, de centrer mon propos sur le juge administratif et plus spécialement sur un contentieux spécifique qui est celui du remboursement des médicaments. Alors, pourquoi ce contentieux spécifique ? Parce que
j'ai pensé, et j'espère que ça n'est pas à tort, que finalement c'était le contentieux qui pouvait vous intéresser peut-être le plus, parce que on l'a compris à la suite des remarquables exposés de mes deux collègues, Jean-Hugues Trouvin et François Bourdillon, qu'en France, le médicament, vous l'avez vu, est remboursable à certaines conditions, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais finalement, plus le médicament est remboursable, plus il est remboursable à un taux élevé, plus en quelque sorte, l'accès aux soins, l'accès aux produits du patient est en quelque sorte garanti. Donc les patients, j'allais dire indirectement en quelque sorte, ont intérêt à ce que le médicament soit le mieux remboursé possible pour voir leur accès aux soins garanti. Alors, Jean-Hugues Trouvin vous l'a rappelé ce matin, la procédure de remboursement est spécifique, elle fait intervenir surtout une autorité, enfin plus exactement une commission, je devrais dire, qui est la commission de la transparence, qui au regard de certains critères va rendre un avis. Et la décision définitive de rembourser ou non ce médicament sera prise par le ministre. Alors, une question que vous aviez posée ce matin, c'est celle de savoir si la commission, si on peut attaquer en quelque sorte des avis rendus par la commission de la transparence, ou plus précisément l'arrêté que va prendre le ministre par lequel il va décider par exemple du remboursement ou du non-remboursement de ce médicament. Alors ici, le Conseil d'État a considéré que les avis de la Commission de la transparence sont des éléments de la procédure d'élaboration des décisions d'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste des médicaments remboursables. Et il a ajouté, et c'est important, que les autorités compétentes, en l'espèce donc le ministre, ne sont pas liées pour procéder à ces inscriptions sur la liste des médicaments remboursables. Les autorités compétentes ne sont donc pas liées par les positions prises par la commission de la transparence. Et donc les décisions d'inscription ou de non-inscription des spécialités sur la liste des médicaments remboursables peuvent faire l'objet d'un recours administratif dont le Conseil d'État sur lequel le Conseil d'État aura à se prononcer. Alors, quels sont, on l'a vu, les critères sur lesquels la Commission, alors je ne sais pas, mais Jean-Hugues Trouvin vous le dira sûrement mieux que moi, je ne sais pas s'il y a des cas où le ministre n'a pas suivi la Commission de la transparence, je ne crois pas. Et donc, grosso modo, finalement, pour l'instant, le ministre ayant toujours suivi cet avis, ce qu'il importe de voir, c'est au regard de quels critères est-ce que le remboursement va être déclaré, enfin, va être considéré comme étant positif en quelque sorte, au terme de l'évaluation qui est faite par la commission de la transparence. Alors, on vous l'a dit ce matin, c'est au regard d'un critère qui est particulier qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, ce qui figurait sur la diapositive ce matin dans les abréviations ASMR. Alors, cette appréciation de l'ASMR va être faite au regard de différents critères qu'on vous a cités, le critère d'efficacité, de gravité de la maladie, de la nature du traitement, de la place du médicament dans la stratégie thérapeutique et de l'impact de ce médicament sur la santé publique. Alors donc, le juge et le juge administratif est parfois saisi de la question de savoir est-ce que finalement
un des critères s'avère être bien rempli, et est-ce que, au regard d'un des critères, c'est tout à fait juste que la commission de la transparence se soit prononcée en ce sens, qui est par exemple le sens du non-remboursement d'un médicament. Alors, le Conseil d'État a été amené à se prononcer à partir des années 1980 en France, dans un certain nombre de décisions. Et la question qui lui a été souvent posée était à propos d'arrêtés qu'avait pris le ministre, qui étaient des arrêtés dans lesquels, alors que les médicaments avaient été dans un premier temps considérés comme devant être remboursés, à l'époque c'était 70%, lors de réévaluation du médicament, il a été considéré que le taux de remboursement de ces médicaments devait diminuer et qu'il ne devait plus être que de 40%. Et comment est-ce que le ministre avait considéré, avait validé en quelque sorte cette diminution de remboursement, en disant que le critère de la maladie grave, qui est un critère normalement pris en compte lors de l'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursables, le critère de la gravité de la maladie ne justifiait pas que ce médicament figure toujours sur la liste à un taux de remboursement qui soit plus important. Alors bien évidemment, quand les laboratoires pharmaceutiques ont vu leurs médicaments déremboursés en quelque sorte, remboursés à un taux moindre, ils ont intenté un certain nombre d'actions devant le Conseil d'État. Alors, j'ai relevé essentiellement 4 décisions qui portaient sur des pathologies un peu différentes, sur lesquelles le Conseil d'État se prononçait. Les 4 affaires sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que le ministre a pris un arrêté dans lequel il a décidé que le médicament ne devait plus être remboursé à 70%, mais devait l'être plus qu'à 40% au regard de l'absence de gravité de cette maladie. Et donc, ce que contestait le laboratoire, c'est précisément l'absence de gravité ici. Et donc, dans les 4 décisions que j'ai relevées, le Conseil d'État a annulé ici l'arrêté du ministre. Alors, dans un premier cas, c'était à propos d'un médicament qui était administré surtout, mais je n'ai aucune compétence scientifique, donc peut-être que mes collègues scientifiques dans la salle m'aideront pour les aspects plus scientifiques. Un médicament qui était, a priori, qui devait lutter contre l'artérite. Et ici, le Conseil d'État a considéré, je cite, qu'il n'était pas contesté, ou qu'il ne devait pas être contesté, que l'artérite a un caractère habituel de gravité, ni que le stratène, le médicament en l'espèce, constitue un traitement efficace des douleurs invalidantes qui accompagnent des stades avancés de cette maladie. Et donc, sur cette base, il a considéré que l'arrêté du ministre était entaché d'une erreur de droit, en l'espèce, et que donc il devait être annulé. Dans une autre hypothèse, il s'agissait d'une spécialité pharmaceutique qui était destinée au traitement des troubles psychocomportementaux. En l'espèce, le Conseil d'État aussi a considéré que ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes et qu'elles n'en ont pas moins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes. Qu'ainsi, ce médicament, en l'espèce le cyclospasmol, doit être regardé comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles
et affections présentant un caractère habituel de gravité. Enfin, le dernier exemple que je prendrai, c'est à propos d'un médicament qui était prescrit pour le traitement de douleurs violentes. Là aussi, on contestait le caractère gravité de la maladie et le Conseil d'État a considéré que en l'espèce, la solution injectable du médicament était destinée au traitement de troubles qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes et qu'il s'ensuit donc que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il avait décidé que le médicament ne devait être plus que remboursé à 40%. Alors, vous le voyez, dans ces décisions, le Conseil d'État a remis en cause le taux de remboursement du médicament en considérant donc qu'il y avait lieu de rembourser à un taux supérieur à celui que proposait le ministre initialement et de revenir au taux initial de remboursement qui, à l'époque, était de 70% pour ces médicaments. Alors, sur quels critères le Conseil d'État s'est prononcé, vous le voyez, c'est au regard du critère de la gravité de la maladie, dont Jean-Hugues Trouvin nous a dit brillamment ce matin qu'il s'appréciait en fonction de différents éléments, qui était celui de savoir si la maladie engageait ou non le pronostic vital, qui était celui de savoir si la maladie était ou non à l'origine d'une complication irréversible, ou celui de savoir si la maladie entraînait ou non un handicap, ou enfin celui de savoir si elle altérait gravement la qualité de vie. Et c'est parce que le Conseil d'État a considéré qu'il y avait un de ces éléments auxquels on pouvait répondre positivement, qu'il a considéré que la maladie était suffisamment grave pour justifier un taux de remboursement supérieur à celui que le ministre avait proposé. Alors, il y a des fois où ça n'est plus la gravité de la maladie qui est contestée devant le Conseil d'État, mais ça peut être aussi un des autres critères de la SMR. On vous a dit ce matin que, par exemple, la commission de la transparence devait apprécier notamment l'intérêt pour la santé publique. Et ici, j'ai relevé une décision du Conseil d'État dans laquelle justement le laboratoire contestait ici le refus, l'arrêté du ministre qui avait refusé d'inscrire le médicament sur la liste des remboursables. Alors l'espèce c'était un vaccin parce que on avait considéré que ce vaccin n'avait pas une ASMR suffisante au regard de l'intérêt pour la santé publique. Et ici, en l'espèce, le Conseil d'État a approuvé cette fois l'arrêté du ministre en considérant que l'intérêt pour la santé publique pouvait notamment s'apprécier au regard des rapports qui étaient émis par des commissions qui n'ont pas nécessairement à être consultées dans le cadre d'une procédure d'évaluation par la commission de la transparence, mais qu'en l'espèce, à l'époque, le comité d'hygiène publique qui s'était prononcé avait pu considérer que ce vaccin, ne présentait pas d'intérêt pour la santé publique. Alors, dans d'autres hypothèses, et toujours à propos du remboursement, le juge administratif va parfois être saisi aussi lors du renouvellement d'une inscription sur la liste des médicaments remboursables. On vous a dit ce matin que cette inscription sur la liste des médicaments remboursables, elle était temporaire, elle a une durée de validité de 5 ans, et tous les 5 ans, selon une procédure définie par les textes, les laboratoires pharmaceutiques doivent à nouveau saisir les autorités et pour demander le maintien de leurs produits sur la liste des médicaments remboursables. Et bien sûr, à cette occasion, il peut très bien arriver
Alors, soit bien sûr que le médicament soit toujours considéré comme remboursable, soit au contraire que la commission de la transparence et le ministre in fine décident qu'il n'y a pas lieu de renouveler l'inscription de ce médicament sur la liste des médicaments remboursables. Alors, bien entendu, vous vous en doutez, lorsque c'est arrivé cette hypothèse s'est produite pour un laboratoire, il a intenté une action pour contester à nouveau l'arrêté du ministre de ne pas inscrire ce médicament lors du renouvellement d'inscription sur la liste des médicaments remboursables. Et ici, en l'espèce, c'est intéressant parce que dans cette décision du Conseil d'État, c'est non seulement le laboratoire qui a tenté l'action, mais c'est aussi une association de patients. L'association de patients et le laboratoire demandaient l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre avait décidé de ne pas renouveler ce médicament sur la liste des médicaments remboursables. Et ici, le Conseil d'État a considéré que, au moment où on va apprécier si un médicament est remboursable ou non, ce que l'on va apprécier, c'est est-ce que ce médicament a toujours un caractère indispensable pour au regard du traitement qui est proposé. Et ici, dans cette espèce, le Conseil d'État a considéré qu'à la date de l'arrêté et compte tenu des précautions qui s'imposaient en matière de protection de la santé publique, en l'espèce le Maxepa, le produit, n'était plus indispensable au traitement de certaines formes de dyslipidémie. Et donc le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas inscrire ce médicament, à nouveau de ne pas réinscrire ce médicament sur la liste des médicaments remboursables. Alors, il y a encore une autre hypothèse où la question a pu se poser aussi de l'inscription des médicaments sur la liste des médicaments remboursables, c'est à propos des médicaments dits d'exception. Les médicaments d'exception, ce sont des médicaments pour lesquels on va considérer que ces médicaments peuvent être exceptionnels en quelque sorte, et donc que leur caractère exceptionnel va faire que soit ils vont être ou ils pourront être soumis à prescription restreinte, et donc seulement certains professionnels de santé pourront les prescrire, soit ils seront exceptionnels parce qu'ils ne pourront être remboursés que pour certaines indications thérapeutiques. Donc le médicament peut avoir très bien, lors de l'AMM, au moment donc de la décision de commercialisation du produit, il peut avoir une AMM pour plusieurs indications thérapeutiques, mais il ne sera remboursé par exemple que pour 2 indications thérapeutiques sur, mettons, les 5 qu'il a pu obtenir dans le cadre de l'AMM. Et donc, parfois, il y a eu un contentieux sur le fait précisément de déclarer qu'un médicament ne pourrait être remboursable que pour certaines indications thérapeutiques. Alors dans les textes, le Code de la sécurité sociale prévoit que le médicament peut être dit d'exception et donc la prescription, plus exactement, le caractère remboursable des médicaments peut être restreint à quelques indications lorsque notamment il s'agit d'un médicament particulièrement coûteux. Et donc, au regard du caractère coûteux du médicament, on peut très bien, et le ministre peut très bien, in fine, décider que ce médicament étant particulièrement coûteux, il va considérer qu'il ne remboursera ce médicament que pour certaines indications thérapeutiques bien définies.
Alors, la question s'est posée devant le Conseil d'État lorsque un laboratoire s'est vu opposer ce statut de médicament d'exception et n'a donc pas vu son produit remboursé pour toutes les indications thérapeutiques de l'AMM. Il a engagé une action pour obtenir l'annulation de l'arrêté du ministre, en contestant le fait que cette pathologie puisse être coûteuse. Et la question ici, c'était de savoir est-ce que oui ou non, ce médicament pouvait être considéré comme étant coûteux et sur quels critères. Et le Conseil d'État ici a considéré qu'il appartient au ministre compétent pour apprécier si un médicament doit être regardé comme particulièrement coûteux et donc soumis à ce régime dit des médicaments d'exception, de prendre en compte plusieurs choses. Il peut prendre en compte, pour apprécier donc le caractère coûteux, non seulement le prix unitaire du médicament, mais aussi son coût de traitement journalier, mais aussi il peut se déterminer dès lors que le coût de son utilisation apparaîtra particulièrement élevé pour l'assurance maladie. Et donc, à ce titre, il appartient notamment à l'administration de comparer ce médicament avec des alternatives thérapeutiques, et si elle considère donc que le médicament dont on lui propose l'inscription sur la liste des médicaments remboursables a un coût supérieur à d'autres médicaments qui présentent le même avantage, à ce moment-là, on ne remboursera pas ce médicament pour ces indications thérapeutiques pour lesquelles il s'avère être plus coûteux. Enfin, et j'en terminerai par là, mais je vous l'ai déjà cité hier en commençant, me semble-t-il, il y a une nouvelle étape qui vient d'être franchie par le Conseil d'État par rapport à ce contrôle qu'il exerce au moment, dans le contentieux qu'il a à propos du remboursement des médicaments, une nouvelle étape qui a été franchie donc en mai dernier à l'occasion d'un contentieux qui portait sur le refus d'inscription sur la liste des médicaments remboursables d'une extension thérapeutique d'une spécialité anticancéreuse. Et donc ici, le laboratoire, c'était le laboratoire Roche en l'espèce, avait découvert, disons, une nouvelle, les scientifiques me pardonneront l'approximation de mon vocabulaire, on avait découvert une nouvelle indication thérapeutique pour ce médicament et le laboratoire demandait à ce que pour cette nouvelle indication thérapeutique, le médicament soit remboursé. Et en l'espèce, le Conseil d'État a validé l'arrêté du ministre qui avait refusé d'inscrire cette nouvelle indication thérapeutique comme pouvant donner lieu à remboursement, puisqu'il a considéré que, en l'espèce, le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le service médical rendu par la spécialité, en l'espèce le Tarceva, était insuffisant pour justifier l'inscription de celle-ci sur la liste des produits des spécialités remboursables, dès lors qu'en l'espèce, un gain de 26 jours de la médiane de survie globale des patients atteints de ce cancer du pancréas ne lui est pas apparu comme étant suffisant. Alors, cette décision, elle me semble importante et peut-être marquera-t-elle une évolution dans notre droit en matière de remboursement des médicaments. Pourquoi ? Cette décision, elle est importante, particulièrement, j'allais dire, à un moment où les débats sur le financement de la santé sont arrivés à des tensions en quelque sorte sans précédent qui s'exercent sur les finances publiques et sur les finances sociales. Mais elle est importante aussi parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement, me semble-t-il, politique et scientifique qui tend à rationaliser l'usage des deniers sociaux, qui
sont consacrés à la protection de la santé et à évaluer l'apport des innovations médicamenteuses et technologiques, non seulement en termes d'efficacité sanitaire, mais aussi en termes d'efficience. Et d'ailleurs, en France, la Haute Autorité de Santé dont on vous a parlé s'est vue confier par le législateur en 2008, dans le cadre de la loi de finances pour 2008, une mission précisément qui l'invite à émettre, je cite le texte, des recommandations et des avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. C'est donc bien la volonté qu'a exprimé le législateur de pouvoir prendre en compte et de faire en sorte que cette autorité puisse prendre en compte la rationalisation aussi des soins. Alors, je dirais pour conclure que ce mouvement pourrait, me semble-t-il, connaître de nouveaux développements, peut-être demain, avec l'émergence de ce qu'on appelle la Comparative Effectiveness Research, c'est-à-dire l'analyse comparative de l'efficacité des thérapeutiques et des évaluations médico-économiques qui donc ne pourront pas manquer d'en résulter. Et je dirais que d'ailleurs l'administration Obama a estimé que l'enjeu était suffisamment important que cela valait le coup d'y consacrer un volet de la réforme législative phare du président. Et il a souhaité dégager plus d'1 milliard de dollars pour le financement de cette recherche sur la Comparative Effectiveness Research. Alors, dans un contexte où les dépenses de santé représentent en moyenne dans les pays de l'OCDE 9%, et dans un contexte où les dépenses de santé continuent à croître rapidement, l'évaluation, j'allais dire, comparée des stratégies thérapeutiques et des pratiques professionnelles s'imposera peut-être demain comme étant l'une des clés des réformes à venir des systèmes de santé, peut-être dans un grand nombre de pays. Et peut-être que le débat sur le coût de l'innovation, le débat sur l'allocation des ressources sociales et en filigrane donc sur le financement des gains, ce qu'on pourrait appeler les gains d'espérance de vie, peut-être que ces débats-là ne font que commencer et que peut-être que le Conseil d'État, par cette décision, nous invite à introduire ce débat en France, mais peut-être que j'ai compris aussi qu'au Brésil, le débat sur la rationalisation des soins de santé pouvait être aussi une question qui vous intéressait particulièrement. Je vous remercie. Então passamos agora a palavra ao professor Ricardo Pelingeiro para fazer suas considerações. Boa tarde a todos. O meu tema, dando sequência ao que a minha colega Anne Lode assinalou, é sobre a tutela judicial do direito público à saúde. O tema judicialização de políticas de saúde tem alimentado debates no Brasil nas 3 esferas de poder e, naturalmente, despertado o interesse da academia e das escolas de magistratura. A propósito, como já mencionado e comentado nesta tarde, a recomendação 31 de março de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e a resolução 107 também do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive instituiu o Fórum Nacional de Monitoramento de Ações Judiciais sobre Assistência à Saúde. Também no âmbito do Congresso Nacional, nós temos o projeto de lei do Senado,
número 209 de 2007, modificando a Lei 8.080, para dispor sobre a oferta de procedimentos terapêuticos e a dispensação de medicamentos do SUS. E no plano da academia, diversos projetos de pesquisa, de ensino, se proliferam, tanto no âmbito das universidades, quanto nas escolas de magistratura. E um exemplo é justamente este seminário. Na verdade, para nós aqui no Brasil, essa expressão judicialização das políticas de saúde, no plano estritamente processual, que é o foco dessa exposição, essa expressão estará presente sempre que o direito à saúde for reclamado judicialmente perante a administração pública e o fundamento desse direito compreender a constitucionalidade ou a legalidade de um comportamento comissivo ou omissivo do poder público sobre políticas de saúde. O exemplo típico, e que foi comentado aqui desde o início do evento, é da pretensão para que a administração pública seja condenada à entrega de medicamentos não incorporados ao SUS. A falta dessa incorporação pode decorrer de 3 situações, e exatamente o que o Dr. Dirceu, hoje, o presidente da Anvisa, registrou. Primeira situação, da falta de políticas públicas pela falta de uma lei ou de uma norma administrativa que respaldem a pretensão. Situação número 2, da existência de políticas públicas, lei ou norma administrativa, que, contudo, não autorizem essa pretensão. E situação número 3, do descumprimento pela administração pública das políticas já existentes, fixadas em lei ou normas administrativas, até mesmo pela falta de uma definição clara da distribuição de competência entre os entes federativos, também afirmado na manhã de hoje. Obviamente que apenas a falta de políticas de saúde ou a existência dessas políticas, inviabilizando a pretensão do demandante, conduz à referida e denominada judicialização. Também merece registro que a análise dos aspectos processuais dessa judicialização será mais adequada se limitada às políticas de saúde decorrentes de normas administrativas, devendo ser deixada para uma análise específica e posterior o controle de políticas de saúde fundadas em lei, o qual estaria sujeito a uma jurisdição constitucional. Nesse contexto, a presente exposição estará associada ao que nós aqui no Brasil denominamos de direito processual público e que para os europeus significa contencioso judicial administrativo ou jurisdição administrativa. Mas por que seria necessário falarmos em uma tutela judicial específica para o direito público à saúde? Será que não bastariam as regras processuais já existentes e aplicáveis aos litígios em geral? A resposta depende de uma análise dos argumentos que frequentemente são apresentados pela administração pública nas causas que envolvem o direito à saúde e que podem respingar na noção de tutela judicial efetiva. Desses argumentos, normalmente apresentados pela administração pública, vale destacar 4. Primeiro, não é papel do Poder Judiciário
corrigir ou impor à administração pública a edição de políticas de saúde. Argumento número 2. O Poder Judiciário não está habilitado a interferir em tomadas de decisão de conteúdo científico em matéria de saúde. Argumento número 3. O Judiciário não pode proteger o direito à saúde de alguém sem considerar que outros indivíduos podem estar na mesma situação. E argumento número 4. A falta de orçamento público para a saúde não pode ser ignorada pelo Judiciário na tentativa de proteger o interesse individual. O desenvolvimento desse tema será a partir dos princípios fundamentais da jurisdição frente à administração pública e que vem sendo objeto de pesquisas por docentes desta universidade em 2 projetos internacionais, um no âmbito do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e outro em parceria com a Universidade Alemã de Ciências da Administração Pública de Speyer. Com relação ao primeiro argumento, se é ou não papel do Judiciário corrigir ou impor à administração pública a edição de políticas de saúde. O Poder Judiciário, investido na jurisdição frente à administração pública, tem a missão de afirmar o Estado de Direito, controlando a legalidade da atuação administrativa, protegendo e tornando efetivos os direitos subjetivos e interesses legítimos. Para este fim, a jurisdição frente à administração pública decide especialmente sobre as seguintes pretensões: anulação de atos ou normas administrativas, condenação de fazer ou de não fazer, inclusive de editar atos e normas administrativas, e condenação de dar uma coisa certa. Quanto ao alcance desse controle, o Judiciário deve examinar a legalidade das ações ou omissões da administração pública. O controle da legalidade engloba tanto os vícios de competência, de procedimento e de forma, o que chamamos de legalidade formal ou externa, mas também quanto aos vícios de conteúdo, legalidade material ou interna. O controle do conteúdo se refere ao exame da fundamentação jurídica do ato, dos seus pressupostos fáticos, da qualificação jurídica dos fatos. Também se verifica se a administração incorre em desvio de poder, inclusive quando a administração haja aplicado conceitos jurídicos indeterminados. O Judiciário pode examinar se foram corretamente interpretados e aplicados. A respeito do controle das faculdades discricionárias, é dever do Judiciário examinar principalmente se a ação ou omissão administrativa excedeu os limites do poder discricionário, se a atuação foi conforme a finalidade estabelecida na norma que outorga a faculdade e se foram efetivamente vulnerados direitos fundamentais ou princípios como o da igualdade, proporcionalidade, proibição de arbitrariedade, boa-fé e proteção da confiança legítima. O Judiciário também controla a falta do exercício de uma faculdade discricionária. Nesse contexto,
baseado, portanto, nos princípios de jurisdição frente à administração pública, não extrapola suas funções institucionais, o judiciário que, para tornar efetivo o direito à saúde, adentra nas políticas de saúde sujeitas a normas administrativas. Esse poder, obviamente, não se limita à reparação dos danos causados por uma política equivocada, mas inclui a revisão de políticas ou a condenação à edição de normas administrativas. Ponto número 2. Está o Poder Judiciário habilitado a interferir em tomadas de decisão de conteúdo científico em matéria de saúde? A Resolução 107 do Conselho Nacional de Justiça, que eu acabei de mencionar, instituiu o Fórum Nacional para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. Consta do artigo 2º dessa resolução que um dos objetivos do Fórum Nacional é a proposição de medidas concretas e normativas à organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas. Essa proposta é reforçada pela constatação da necessidade dos tribunais promoverem visita dos magistrados a unidades de saúde e das escolas de magistratura promoverem cursos e eventos sobre o tema direito à saúde. Isso também nós acabamos de ver com a doutora Marga. A constante especialização dos tribunais é medida inerente à qualidade da jurisdição e, portanto, ao princípio da tutela judicial efetiva. Presume-se que os magistrados julguem mais adequadamente as questões que lhe forem submetidas reiteradamente sobre o mesmo assunto, conferindo-lhes a oportunidade de aprofundamento e, assim, a diminuição da margem de erro. A especialização de órgãos jurisdicionais em matéria de direito à saúde pode ser concebida em 2 níveis distintos aqui no Brasil. Poderiam, né? O primeiro nível de especialização seria perante os órgãos judiciais que julgam causas de interesse da administração pública. Dentro da própria estrutura da Justiça Federal, da Justiça Estadual, com as denominadas varas de fazenda pública, ou ainda os órgãos fracionados dos tribunais especializados em direito público. Tratando-se de direito público à saúde, é importante que a causa fosse atribuída a um juiz especializado, primeiramente em direito público. Nos principais sistemas europeus e na maioria dos estados latino-americanos, as causas de direito público são de competência apenas dos juízes com jurisdição administrativa. No Brasil, esta regra não é absoluta. Há causas de direito público que são julgadas por juízes estaduais e federais com competência genérica, especialmente nas subseções e comarcas do interior. Como não há condições financeiras para manter órgãos especializados em direito público em todo o interior do país, os tribunais brasileiros preferem uma jurisdição sem especialização, porém perto dos jurisdicionados. Há uma jurisdição especializada e sediada somente nos grandes polos. Portanto, nós só temos jurisdição especializadas em direito público, na maioria das vezes, nas capitais. Hoje, contudo, deve-se repensar esta postura
já que, diante das inovações tecnológicas, a distância física entre o cidadão e um tribunal parece não mais representar um risco à garantia do acesso à justiça. O segundo nível de especialização seria o referente a juízes e órgãos fracionados que exercessem jurisdição apenas sob direito público à saúde. O exemplo que encontramos entre nós é o de uma vara de fazenda pública aqui no Rio de Janeiro, especializada em direito da saúde. Pelo que eu pude levantar, com colegas franceses, a lei de 4 de março de 2002 e a lei de 9 de março de 2004 autorizariam uma jurisdição na França especializada em saúde pública. E na Alemanha, nós temos os senados especiais em direito público da saúde dentro dos tribunais de direito social, conforme consta do Código de Processo Judicial Social alemão. Ademais, além dos aspectos jurídicos, exige-se cada vez mais uma jurisdição que aborde conhecimentos técnicos, científicos em matéria de saúde e de gestão de saúde para decidir essas causas. A possibilidade de controle judicial da discricionariedade técnica administrativa em matéria de saúde pública é uma realidade. Isso ocorre com muita frequência. Em um sistema como o brasileiro, em que os juízes necessariamente devem ter formação jurídica, esses conhecimentos técnicos decorrem de perícia judicial e o papel do juiz passa a ser, ou corre o risco de ser, considerado, neste ponto, secundário ou dependente. Com que autoridade científica um juiz teria condições de discordar de um perito médico? Estaria o juiz refém dos peritos? Esta é uma pergunta que gera certo desconforto e que, a meu ver, levou o Conselho Nacional de Justiça a buscar meios alternativos, com programas de capacitação específicos para magistrados, com formação na área de saúde, a exemplo do que ocorre na Alemanha, com os juízes leigos, conforme consta do Código de Processo Judicial Social alemão. A grande vantagem é que, sendo verdadeiros juízes, não apenas peritos, sua atuação deteria maior legitimidade em razão da independência efetiva. Ponto número 3. Cabe ao judiciário proteger o direito à saúde de alguém sem considerar outros indivíduos que estejam na mesma situação? Este ponto está relacionado com o princípio da isonomia, que deveria nortear todo o poder público, inclusive o poder judiciário. Por isso, também se relaciona com ações judiciais coletivas em matéria de saúde pública, que visam justamente a eliminar um número excessivo de litígios sobre direito à saúde pública, tendo como base a isonomia. É evidente que as políticas de saúde, quando questionadas, decorrem de uma norma administrativa única e de alcance geral, não se destinando apenas ao demandante. Neste contexto, a maioria absoluta das ações judiciais em matéria de saúde pública em curso no Brasil
ainda que proposta por um indivíduo apenas, pode representar uma decisão de interesse coletivo. Isso leva a reflexões quanto à efetividade dos instrumentos processuais em vigor no Brasil em matéria de ações coletivas, se são realmente compatíveis com os litígios de massa de interesse da administração pública e especialmente sobre direito à saúde. Na verdade, qualquer demanda judicial que questione uma atuação da administração pública tem vocação coletiva, já que os seus efeitos sempre tendem a transcender o litígio individual. Não parece adequado à administração pública, que deve atuar igualmente frente aos cidadãos, uma condenação em sede judicial que a leve a atuações diferenciadas em relação a cidadãos nas mesmas condições fáticas. Apenas as pretensões condenatórias, especialmente pecuniárias, são realmente de natureza individual, sem prejuízo, claro, das questões de fundo poderem ser de interesse coletivo. Portanto, toda questão de direito público e de interesse coletivo, apresentada por via direta ou incidental, tratando-se apenas de um fundamento, deveria ser processada e julgada uma única vez. Em suma, a igualdade de tratamento no direito processual público decorre, primeiramente, de uma igualdade imposta pelo direito material, e somente depois, tal como foi concebida as class actions, de uma igualdade imposta pelo direito processual ao Poder Judiciário. Neste ponto, até mesmo os mecanismos de opt-out e opt-in das class actions seriam inadequados às questões de direito público. Na verdade, o que se pretende com esta proposta é evitar a qualquer custo decisões conflitantes e contraditórias sobre a mesma questão de direito público. Não seria lógico fixar a competência de um tribunal para impor ao SUS a incorporação de um medicamento novo, o que é um ato de alcance geral, e ao mesmo tempo permitir que um outro tribunal julgasse um pedido de entrega de medicamentos e indiretamente também decidisse sobre esse mesmo comportamento do SUS quanto à incorporação do medicamento. O ato de incorporação pelo SUS, ele é único, obviamente, e deve ser decidido pelo mesmo órgão judicial uma única vez, por via direta ou por via incidental, atingindo toda a sociedade. O ponto número 4 e último é a falta de orçamento público para a saúde, um obstáculo para o judiciário decidir sobre o direito à saúde. Aqui também uma análise estritamente processual, numa perspectiva do direito processual e da tutela judicial efetiva. A falta de recursos orçamentários jamais pode ser considerado um obstáculo ao reconhecimento de direitos subjetivos, ao reconhecimento judicial de direitos subjetivos. Sequer a execução forçada de decisões contra a administração pública. O orçamento público é um ato essencialmente político, que depende de lei,
ao menos no Brasil. Portanto, não é imaginável, não é crível que se imagine que a proteção judicial de direitos subjetivos dependa de vontade política do poder legislativo ou do poder executivo quanto à elaboração do orçamento, pois seria o mesmo que indiretamente esvaziar o princípio do Estado de Direito. No entanto, o que pode ser considerado não para o reconhecimento do direito, mas para dar efetividade à execução da sentença ou de uma decisão de urgência ou de um referê, seria o fluxo financeiro disponível pela administração pública. Isto porque a realização judicial dos direitos dos demandantes não podem atingir bens considerados necessários à continuidade de uma atividade pública essencial. E neste ponto, deve-se buscar um equilíbrio entre os interesses privados e o interesse público. Repito, a minha perspectiva é processual. As considerações finais e conclusões. Primeira conclusão. A judicialização das políticas de saúde não excepciona o princípio da tripartição de poderes, sendo dever do judiciário proteger direitos subjetivos, exercendo jurisdição plena sobre a administração pública, inclusive mediante o controle de suas faculdades discricionárias. Conclusão 2. A falta de orçamento público não é óbice ao reconhecimento judicial de direito público em matéria de saúde. Porém, a impossibilidade material no cumprimento dessas decisões é considerada uma escusa legítima por parte da administração pública. Conclusão 3. Na medida em que o número das causas em matéria de saúde pública justifique, deve-se pensar em órgãos jurisdicionais especializados e até mesmo com uma composição multidisciplinar, reunindo juízes com formação na área de saúde, em prol de uma jurisdição de qualidade, especialmente sobre o controle da discricionariedade técnico-científica. Conclusão 4, são apenas 5, viu? Conclusão 4. As causas de direito à saúde, se fundadas em políticas de saúde, quanto a estas, devem ensejar uma decisão única e de alcance geral, para impedir que o judiciário sirva de instrumento para romper com o dever da administração pública de observar a isonomia. Não é possível que a administração pública, no âmbito judiciário, deixe de observar a isonomia. Isso é absolutamente ilógico. E a última conclusão. Um tribunal ou órgão judicial único e especializado, no âmbito federal ou no âmbito de cada estado, para decidir sobre políticas de saúde, federais, estaduais ou municipais, mesmo que questionadas incidentalmente em pretensões individuais, asseguraria a um só tempo a observância ao princípio da isonomia, a eliminação dos processos repetitivos e a qualidade da jurisdição. Na verdade, com exceção da proposta de especialização de órgãos jurisdicionais em matéria de saúde, todas as demais conclusões que eu acabei de apresentar demonstram que o fenômeno da judicialização das políticas de saúde
não se afasta dos princípios fundamentais da atuação jurisdicional frente à administração pública, não tendo, neste ponto, sabor de novidade. Por último, e finalizando, importante assinalar que, ao se concluir por uma tutela jurisdicional plena, obviamente, que se pensa em uma jurisdição responsável e de qualidade, que observe as garantias do devido processo legal e que pondere os interesses privados com os interesses públicos. Obrigado. Bom, agradeço aí os dois painelistas. Podemos fazer perguntas. A primeira questão é onde, ela não tem a pessoa que proferiu a pergunta, onde podemos encontrar essas decisões do Ministério da Saúde francês sobre os quais medicamentos serão reembolsáveis, lista de reembolso. Essas informações estão disponíveis em algum site na internet? E como ter acesso às decisões do Conselho de Estados mencionadas em sua palestra? Alors la première question est assez simple. Effectivement, vous trouvez à la fois les arrêtés du ministre et les décisions du Conseil d'État que je vous ai cités sur un site qui est le site Légifrance. Donc c'est le site www.legifrance sans accent.fr. Uma outra questão é também para a professora Anne. Na França, o ingresso em território nacional de medicamentos sem autorização de órgão competente é criminalidade? Como é feito o controle daquelas substâncias que podem ser adicionadas a entorpecentes, como a benzocaína e a lidocaína? Quem faz essa pergunta é o Rafael Wolff, juiz federal substituto. Merci. Alors, je dois vous avouer mon incompétence parce que je ne sais pas du tout ce que sont ces deux produits qui sont cités. Mais effectivement, a priori, un médicament qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché ne peut pas être commercialisé en France. Et donc, à ce titre, celui qui essaye de l'introduire illégalement sur le territoire français s'avérerait pouvoir faire l'objet et être passible de sanctions. A senhora relatou que de 5 em 5 anos os laboratórios devem solicitar a renovação ou inclusão de medicamentos na lista de reembolsáveis e chamou atenção para a ocasião em que uma associação se insurgiu contra a decisão a respeito de certa renovação. Existe uma lista de pessoas legitimadas na França a pleitear a inclusão ou manutenção de medicamentos na lista de reembolsáveis? Um cidadão poderia pleitear diretamente a inclusão de um medicamento, sendo o prazo de 5 anos relativamente longo, frente às constantes inovações tecnológicas? Há alguma exceção para se incluir novos medicamentos durante tal período? Non, simplement pour les délais des 5 ans, ce que je vais préciser, c'est que c'est tous les jours qu'au journal officiel, en tous les cas ça peut l'être, qu'on publie des arrêtés relatifs au remboursement des médicaments. Il n'y a pas une liste qui est établie une bonne fois pour toutes le 1er janvier et qui serait renouvelée le 1er janvier de l'année d'après ou 5 ans après le 1er janvier N+5. C'est pas de cette manière que les choses se passent.
En France, c'est le laboratoire en général qui va saisir au moment où il demande la commercialisation de son produit, qui va saisir les autorités de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables. Alors j'exagère, mais ça pourrait être très bien tous les jours que les autorités soient saisies d'une demande de médicaments et les laboratoires seraient contents si tous les jours ils pouvaient proposer des inscriptions de médicaments. Une fois que l'arrêté ministériel a été rendu et qu'il a décidé d'inscrire ce médicament sur la liste des médicaments remboursables, au jour J, cette inscription, elle est valable pour 5 ans à compter de ce jour J. C'est-à-dire si aujourd'hui j'obtiens l'inscription, enfin le ministre plus exactement, prend un arrêté décidant du remboursement du médicament que je décide de commercialiser en tant que laboratoire pharmaceutique, cette décision, elle est valable pour 5 ans. Et c'est dans 5 ans, alors il faudra que je m'y prenne un peu avant, et les textes réglementent la procédure, mais c'est dans 5 ans que se posera la question du renouvellement de cette inscription. Donc vous voyez, cette liste, elle est... il n'y a pas de liste précise établie pour un temps déterminé. Et justement, ce qui m'aurait particulièrement intéressé de savoir, dans le cadre de la réflexion qu'on a menée, c'est que vous parlez souvent de la liste du SUS. J'ai pas très bien compris quelle était... et donc, a priori, cette liste, elle est établie chez vous, mais peut-être que je me trompe au travers de ce que j'ai compris, à un temps déterminé et renouvelé 2 ans plus tard, j'ai cru comprendre. Et donc, je voudrais d'abord peut-être qu'on précise ces points. Et l'autre point aussi qui nous a conduit à avoir quelques interrogations, c'est est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de médicaments qui figurent sur cette liste, parce qu'on se posait la question de savoir si ces médicaments n'étaient pas très restreints, et est-ce qu'ils couvrent que des indications thérapeutiques spécifiques. Et c'est peut-être ces points-là nous aideraient à comprendre aussi les difficultés que vous rencontrez. Professora Anne, obrigado pelas respostas. A lista de medicamento do SUS também está disponível no site da Anvisa. Tem uma lista de medicamentos de referências, tanto no Ministério da Saúde quanto na Anvisa. Eu não saberia dizer exatamente o endereço, mas ela está disponível. Ela também tem um período que sofre renovações e adições. Esse período de 2 anos não é muito bem, às vezes é mais, às vezes é menos, mas acho que nesse aspecto ele tem uma flexibilidade bastante interessante. Quem decide que fica nessa lista é uma questão também que não é muito bem clara. Na realidade, fala-se em gestores, em comissão de médicos, mas na realidade não fica muito claro quais são as pessoas que decidem e como se decide o que colocar nessa lista. As grandes indústrias farmacêuticas demandam também a inclusão de um determinado medicamento nessa lista. As associações de pacientes também demandam inclusão de medicamento nessa lista. E a decisão é uma decisão, acho que no meu ponto de vista, técnico, político, de uma certa forma segue mais ou menos essa linha. Mas há uma comissão que decide no Ministério da Saúde quem permanece, quem sai, quem entra, quem é que é renovado. Mas essa lista está disponível, é uma lista que pode ser acessada. Nós temos uma pergunta aqui bem longa, não sei se eu vou conseguir ler toda essa pergunta, mas vou tentar. A efetivação de medidas com vistas a concretizar
a concretização do direito constitucional à saúde, conforme mencionado ao longo deste seminário, convive sempre com o impasse da infinitude das demandas da população versus a finitude dos recursos orçamentários públicos. Nessa perspectiva, alguns defendem que somente poderia a administração pública ser compelida a fornecer determinado medicamento ou tratamento, caso comprovada a impossibilidade material do requerente de custeá-la. Qual a opinião dos expositores sobre isto, considerando-se a realidade brasileira? Eu penso que então, não é necessário demonstrar falta de recursos financeiros para exercer um direito fundamental, tal como é reconhecido no Brasil o direito à saúde. Temos uma outra pergunta, essa direcionada ao professor Ricardo Pelingeiro. Quais seriam os instrumentos processuais já existentes para dar efeito geral a decisões proferidas em ações eminentemente individuais? No atual estágio legislativo, somente por meio de ações coletivas se chegaria a esse resultado? Eu penso que com o atual sistema jurídico que nós temos, é praticamente impossível tornar uma medida, extrair de um processo individual um efeito geral e erga omnes, tendo como fundamento a impugnação de uma norma administrativa. O sistema brasileiro não autoriza essa conclusão. O que para os colegas franceses pode parecer uma aberração, e na minha opinião é uma aberração, mas nós não temos uma solução aqui, né? E insisto que eu estou convencido de que esse é o grande problema do excesso de litígio, do excesso de processos em matéria de saúde pública no Brasil. Também temos aqui uma outra pergunta direcionada para o professor Ricardo. Tem duas questões, na realidade, aqui. Por vezes, as questões técnicas, eficácia de medicamentos, são ponderadas com os custos. Assim, até que ponto o juiz administrativo não deve adiantar no mérito de concessão de um medicamento para o SUS, se o Congresso recentemente aprovou doação de até 20 milhões de reais para auxiliar outra nação, entre parênteses, Palestina? A realidade de interior é muito distinta de capital? Até que ponto especializar e deixar o juiz mais longe do jurisdicionado melhoraria qualitativamente a justiça? Com relação à primeira questão, eu não sei se pelos fundamentos invocados aqui pelo participante, mas, como eu expus, é perfeitamente possível o judiciário controlar a legalidade da atuação administrativa, inclusive dos poderes discricionários da administração pública. E isso inclui, naturalmente, o ato do SUS de incorporar ou não um medicamento. E com relação à especialização de órgãos de matéria de saúde, que se tornaria necessariamente, afastaria o tribunal, né, do local de residência do jurisdicionado, as inovações tecnológicas de hoje autorizariam esse tipo de providência, né? O Ministério da Saúde fez o programa de assistência farmacêutica para aumentar o debate que só era médico, e dos laboratórios que fazem pressão para ter todo dia um remédio novo inscrito na lista do SUS, como na França. Acho que não é uma pergunta, é só uma colocação. Não é como você falou. Na realidade, tem uma comissão, como você falou, e tem uma discussão que se criou o programa de assistência farmacêutica.
Mas eu falei que tinha uma comissão. Não, mas da forma com que você falou, até para mim, e olha que eu não defendo o Ministério da Saúde, mas sou uma pessoa que sou da Fiocruz e participei da discussão da assistência farmacêutica, incluindo e debatendo exatamente essa inclusão ou não inclusão, como disse a doutora Anne, porque pela indústria de farmacêutica, todo dia tinha que entrar um remédio novo. Mas né? eu então, falei que... É legal a gente até esclarecer. A demanda é de não que só o controle se tornou muito maior com essa criação dessa assistência farmacêutica, né? Que não existia antes no Ministério da Saúde. Existe uma comissão, a comissão recebe demandas não só da indústria farmacêutica, mas dessas associações de pacientes, de apoio, suporte, várias associações, e eu concordo plenamente, se fosse pelas indústrias farmacêuticas, todo dia ia entrar um novo medicamento. Claro que a pressão das Big Pharmas é muito forte, como falou o professor Ricardo, é uma questão... Até junto das associações de pacientes, são cooptados, manipulados com certeza. pela indústria, perfeito, para entrar na justiça. Isso é verdadeiro. E, como o professor Ricardo falou, é uma questão de recurso, uma questão financeira, não é uma questão... É uma questão técnica, mas que por trás existe um grande recurso, dinheiro que vai ser gasto. É claro que todo mundo gostaria de ter seu remédio incluído na lista, isso é verdade. Não, a lista é feita dessa maneira. É uma discussão onde várias pessoas participam, médicos, farmacêuticos, gestores da saúde, gestores públicos, membros do governo, que obviamente olham ao seu lado, o que pagar, o que não pagar, quanto pode pagar, e do outro lado tem... Só os pacientes é que acabam, de uma certa forma, sendo os menos representados ali, né? Porque, mesmo como você falou, Rita, até as associações de pacientes são pressionadas a fazerem pressão no Ministério da Saúde para incluir seus medicamentos na lista. Então, até os pacientes acabam, de uma certa forma, sendo cooptados, né? Bom, como não há mais nenhuma questão, eu gostaria de encerrar essa mesa de debate, agradecendo à professora Ana Lourdes por mais uma participação no evento, ao professor Ricardo Pelingeiro, que é o coordenador desse evento, agradecer a presença de todos. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président, d'enfreindre les usages et de vous demander de me passer la parole à nouveau. En effet, je ne voudrais pas quitter la tribune sans avoir dit quelques mots de remerciement au nom de l'Université Paris-Descartes, au nom de l'ensemble des intervenants français à ce séminaire. En mon nom aussi propre, je voudrais remercier d'une part votre université, Monsieur le doyen. Je voudrais remercier également l'ensemble des autorités qui ont permis la réalisation de cette manifestation. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des intervenants au cours de ces 2 journées qui ont été particulièrement riches et qui nous ont beaucoup appris. Je voudrais aussi remercier les participants à cette manifestation. Et puis, je ne voudrais pas non plus oublier de remercier mon collègue, le professeur Ricardo Perlingero, et lui dire combien la délégation française a été particulièrement touchée par l'accueil exceptionnel qu'il a bien voulu nous réserver. Nous avons passé 2 jours avec vous particulièrement riches au plan scientifique et nous espérons avoir la possibilité de poursuivre ce dialogue au cours de ces prochaines semaines entre nos universités, notamment dans le cadre des projets de recherche auxquels nous avons songé. Merci beaucoup.